Bonsoir, bienvenue dans cet énième épisode de Minotaur. Certains disent interminable, quand est-ce que ça s'arrête ? Eh ben écoutez, pas tout de suite, car l'année est, j'allais dire loin d'être finie, c'est pas vrai, parce que la radio ferme ses portes pour la saison fin mai, mais comme c'est hebdomadaire, il nous en reste au moins 1000 à peu près pour notre émission en tout cas. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler ? Eh ben, de manifestation. Alors j'ai le sujet de l'émission d'aujourd'hui était « Faut-il encore manifester ?» avec un ton un peu, bien sûr, ironique, tant on sait que la manifestation est un truc important, à la fois dans l'histoire de la gauche, des mouvements révolutionnaires, en tout cas progressistes. Donc, on va commencer en disant déjà que, bien sûr, que dans tous les cas, ce n'est jamais une mauvaise chose de manifester. C'est un peu plus compliqué que ça. Et à la manière de nos dissertations du lycée, puisque c'est les dernières actus que j'ai de l'éducation, je vais faire une sorte de oui mais. Donc je vais d'abord expliquer ce qu'il y a de bien dans l'idée de manifester, sachant que dans tous les cas, je vais défendre l'idée de manifester, mais quand l'idée est de mettre en avant déjà des failles dans la manière de manifester qu'on a aujourd'hui, et ensuite peut-être de mettre en avant des formes de manifestation qui pour moi fonctionneraient mieux, seraient plus intéressantes. Mais pour commencer déjà, on va donner des bons points aux manifestations qu'on vit et auxquelles on participe assez régulièrement. Déjà, c'est ce que j'ai dit en ouverture, c'est une longue tradition, la manifestation. Et on sait à quel point il est important de se nourrir, d'alimenter, d'agir dans la continuité des grands mouvements de la gauche progressiste. Et manifester, c'est un peu une manière de faire un hommage à cette manière de faire de la politique qui est... a pendant longtemps été un truc illégal, hein, on le rappelle, et qui, une fois que elle a été autorisée, a quand même aidé à plein de moments de l'histoire à faire avancer les choses, à montrer des trucs, et c'est pour ça déjà la première raison peut-être de pourquoi est-ce qu'il faut encore manifester, eh ben par respect d'héritage d'une forme noble de manifestation, mais aussi si on pense un peu marketing, un peu communication, c'est un moyen de mettre en avant des causes, des luttes, des associations, des groupes, des collectifs. C'est pour certaines manifestations une vitrine pour se faire connaître. Je pense à la manifestation qu'il y a en général le dimanche de la journée des droits de la femme, là, le 8 mars, mais je crois que du coup c'est pas forcément le jour même, mais le dimanche de la semaine en question, parce qu'évidemment les 8 mars c'est pas toujours le week-end, quoi. Donc ça par exemple c'est un moyen pour à la fois des associations qui luttent pour les droits des femmes, pour le soutien aux femmes battues, contre les féminicides, de montrer que leur lutte existe, qu'elles existent. Et par exemple, pour les féminicides ou les femmes battues, c'est un moyen très concret de savoir qu'il y a des moyens de s'en sortir. Parce que on regarde ce qui se passe lors de cette manifestation, on voit, ah tiens, tel asso existe, en plus elle a une cellule à côté de chez moi. C'est un moyen concret de savoir que les choses se passent, qu'il y a des solutions. Et là-dessus, évidemment, on n'a rien à dire. Bien sûr, la Pride aussi, mais dont on va parler un peu après. Ensuite, c'est un peu ce que j'ai dit avant, mais c'est toujours utile, c'est toujours intéressant de protester, même s'il y a des manières de protester qui, à mon sens, sont plus intéressantes, plus viables que d'autres. Dans tous les cas, il faut soutenir la protestation, le cri, dans tous les cas. Autre chose, la manifestation, il y a à peu près rien qui est assez fort que ça pour montrer une espèce d'union, une masse
autour d'une idée, ou de plusieurs idées d'ailleurs parfois. C'est littéralement le principe d'une manifestation, c'est de faire masse autour de quelque chose. Et on sait à quel point, pour changer les choses, il faut faire masse, il faut faire groupe, et donc la manifestation en ça est intéressante, à la fois pour l'individu qui cherche à une forme d'optimisme dans sa lutte, dans ses idées, que pour le mouvement lui-même qui a besoin de gens. Pourquoi est-ce que je demande s'il faut encore en faire des manifestations ? Il y a plein de raisons que je vais énumérer. Certaines vont être faciles à comprendre comme ça. Par exemple, la première, c'est assez simple, il y a moins de gens qui manifestent qu'avant. Au courant du XXe siècle, les manifestations étaient un truc massif. On parle plus récemment de mai 68 par exemple, mais bien avant, les manifestations qu'on menait au Front Populaire par exemple rassemblaient des millions de gens. Il y a eu récemment des manifestations qui ont rassemblé énormément de gens. Je pense aux réformes des retraites, par exemple aux manifs contre les réformes des retraites dont je vais parler un peu plus tard. Bien sûr que ça a rassemblé plein de gens, mais sur les manifestations, toutes les semaines, il y en a une sur littéralement 200 000 quoi, qui va rassembler, qui va faire être un mouvement national dont on va parler. La plupart des manifestations, de fait, manquent de gens. Et la plupart des manifestations, nous on entend parler des immenses manifs qu'il y a tous les 8 mois. Parfois on a des périodes qui se comptent en années où il n'y a pas de grandes manifestations dont on entend vraiment parler. La plupart des manifs, c'est des trucs avec max 200 personnes qui se dispersent et où ça dure 1 heure. Et je parle là de manifestations autorisées ou non. D'ailleurs, on va reparler de l'importance des manifestations, de la différence entre les manifestations autorisées par les préfectures et celles qui ne le sont pas. Autre chose, par exemple, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a moins de gens. Internet, par exemple, a créé une forme de politisation qui éloigne de la manifestation, de la rue de manière générale. Alors, bien sûr, c'est pas le sujet de l'émission que Internet a aidé à plein de moments de l'histoire, encore aujourd'hui, à la fois aux gens à se politiser, mais aussi de très concrètement à faire changer les choses. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Là, on explique pourquoi est-ce qu'il y a moins de gens dans les manifs. Internet, c'est une raison. Des gens plus critiques que moi parleraient d'une forme d'individualisation de la lutte, où bien sûr c'est un peu dur de faire masse littéralement quand on est chez soi, qu'on manifeste chez soi par son téléphone. Mais il y a des avantages que, encore une fois, j'ai pas envie, parce qu'on n'a pas le temps de s'y attaquer vraiment. On le fera une prochaine fois. Mais pour moi, le vrai truc super important, c'est pourquoi est-ce que je pense qu'il faut remettre en question, enfin, je dis le truc le plus important, c'est pas spécialement le truc le plus important, mais les manifestations, on en a parlé, je crois, dans l'épisode sur les gilets jaunes. Les manifestations, depuis plusieurs années, même s'il y a eu des grandes périodes de l'histoire où ça a été équivalent, voire plus fort, mais parce qu'on est arrivé à un moment de l'humanité où la violence est censée être moins tolérée, notamment de la part des forces qui nous dirigent. Mais depuis quelques années, moi j'avais considéré que les gilets jaunes étaient ce point-là de bascule. Toutes les manifestations sont des théâtres de violence qui font qu'une personne qui va pour la première fois dans une manifestation, souvent, la plupart du temps, n'y retourne jamais. Quand je parle des violences, bien sûr, je parle pas des violences des Black Blocs qui terrorisent les rues parisiennes, mais bien sûr des violences policières. Vous vous dites automatiquement, c'est que pour les manifestations sauvages. Si vous êtes allé dans une manifestation récemment qui était plus ou moins importante, même si elle était autorisée, vous avez certainement vu des policiers qui faisaient masse sur les côtés face aux petites ruelles, et que dès que un groupe ou quelques individus essayaient de sortir de l'immense rang qui avait été autorisé,
c'était la bastonnade comme on voit, comme on peut pas se l'imaginer en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc de quasiment quand vous êtes en rang en primaire, quoi. Dans une manifestation, même autorisée, si tu pars un peu trop à gauche, avec même tout seul d'ailleurs, tu te fais arracher la gueule littéralement. Autre chose, si cette manifestation a été autorisée, elle a été autorisée jusqu'à un certain temps. Et donc, si elle dure un peu trop longtemps, si tout le monde traîne un peu trop à nation, et ben là, c'est les lacrymos. Et ensuite, si tout le monde part pas, la Bravem qui arrive. Et là, pareil, un théâtre de violence comme on n'en voit pas. Et pour les manifestations dites sauvages, donc qui n'ont pas été autorisées par la préfecture, là, c'est dès le début une violence assez folle. Alors, c'est assez simple, hein. Au début, la police est très violente pour essayer de dissiper le truc dès le début. S'ils n'arrivent pas à contrôler le truc et qu'il y a trop de gens, le machin se forme, ils le laissent continuer. Et là, à ce moment-là, on souffle, on se dit, bon, bah c'est bon, ils ont compris que la manifestation allait se faire, ils vont juste nous suivre. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Ils attendent. Et lentement, ils dirigent le groupe vers des rues plus petites, qui deviennent des ruelles, qui deviennent des cul-de-sac. Et à ce moment-là, ils chargent. Et là, je vous le dis, chaque personne qui a manifesté ces dernières années s'est retrouvée à se faire poursuivre par les Condés à moto dans une rue de Paris ou d'ailleurs. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je me demande s'il faut encore manifester. Parce que il faut le dire, on ne sait pas trop à quoi ça sert aujourd'hui. Je parlais des réformes des retraites tout à l'heure, là. De la réforme des retraites, je sais pas pourquoi est-ce que je parle au pluriel. On a eu une mobilisation historique au moment de la réforme des retraites qui a duré pendant plusieurs mois. Il y a eu à peu près des centaines de milliers de blocus dans des lycées, dans des facs bien sûr. Il y avait dans chaque grande ville, mais aussi des plus petites villes, des manifestations, en l'occurrence, la plupart du temps autorisées par la préfecture, mais qui réunissaient tellement de gens que c'est un bon exemple d'un moment où tout le monde était persuadé qu'ils allaient faire marche arrière, et où au final, la réforme des retraites est passée. Et aujourd'hui, là, c'est un peu plus compliqué maintenant, parce que ils l'ont suspendue, mais en fait, elle va quand même avoir lieu, tout ça. Mais à ce moment-là, en tout cas, s'il n'y avait pas eu tout le débat avec l'arrivée du NFP, la réforme passait et c'était comme ça. Donc, depuis plusieurs années, mais après c'est un truc classique du manifestant depuis toujours. Je pense que si vous parlez à votre grand-père qui a manifesté un moment, c'est certainement un truc tout à fait commun. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est toujours pareil et c'est pour ça que je me pose la question. Et ben, souvent, on rentre d'une manifestation avec la sensation que tout ça était un peu inutile et une sorte d'amertume, d'avoir l'impression que tout ça n'avait pas servi à grand chose. Alors, quand les manifestations peuvent être si violentes, quand on risque de fait autant, parce que bon, voilà quoi, quand on dit que la police charge, c'est qu'elle charge avec un but. Et en l'occurrence, c'est certes d'une certaine manière de faire fuir tout le monde, mais il ne faut pas croire que c'est le jeu du chat et de la souris et que si la Bravem, ils arrivent à ils arrivent à toucher avec la matraque et ensuite c'est bon, tu sors. Non, c'est ensuite tu te fais fumer la gueule. Donc, quand on risque de se faire péter les jambes, ou pire, il y a des gens qui ont fini éborgnés pendant les gilets jaunes, encore une fois on en a parlé il y a 2 semaines. À quoi est-ce que vraiment ça sert de manifester puisqu'il n'y a aucun résultat et qu'on risque quelque chose, et surtout on risque soi-même de se dégoûter de la lutte, parce que je l'ai dit au début, manifester c'est toujours intéressant, c'est une manière de protester qui est intéressante parce qu'elle fait masse, parce qu'elle fait du bruit. Mais les gens, si après 1-2 manifs à se faire péter la gueule, à être dans une espèce d'angoisse constante parce que la police est derrière et on ne sait pas à quel moment est-ce qu'ils vont charger, c'est des gens qui ne viendront plus jamais manifester, voire même qui, plus loin que ça, ne participeront que de très loin à la lutte politique. Donc il faut savoir remettre en question la manifestation. Pour moi, le premier point important, c'est de se demander qui organise les manifestations. Alors,
C'est simple, qui est-ce que je vise quand je dis ça ? Je pense aux partis politiques et aux syndicats. Dans les deux cas, on parle de grands groupes qui occupent des espaces de pouvoir, qui ont acquis avec le temps une importance dans l'opposition. Alors les partis politiques, dans tous les cas, ça concerne à peu près tous les partis, surtout de gauche. Il y a eu rarement de manifestations de partis de droite. Alors moi je pense là à la Manif pour tous par exemple, qui était soutenue par l'UMP, mais c'était pas lancé par l'UMP. Mais tous les partis d'opposition ont lancé des manifestations, ont fait appel à des manifestations, et après il y a toujours ce débat de à quel moment est-ce que le parti politique récupère le moment. Mais que ce soit un parti ou un syndicat qui là, en l'occurrence, ça arrive beaucoup plus souvent, les syndicats sont beaucoup plus souvent à l'origine de manifestations. On parlait de la réforme des retraites, c'est un bon exemple. La plupart des manifestations autorisées par la préfecture qui a eu lieu pendant la réforme des retraites étaient faites à l'initiative des syndicats comme la CGT, et ça fait sens puisque ça concerne le monde du travail. On se demande ensuite qui autorise ces manifestations. Et là, voilà, vous me voyez venir, une manifestation qui est autorisée par la préfecture de la ville en question. Imaginons une manifestation à Paris qui est autorisée par... ça me permet de parler de l'ancien préfet, qui est le préfet Lallemand. Je vous invite à aller regarder une photo de lui sur Google avec son grand chapeau. Quand une manifestation est autorisée par l'État, assez simplement, on se dit que elle va pas mener à grand chose, puisque soyons honnêtes, nous ce qu'on cherche, c'est des manifestations qui mènent ensuite à des changements concrets, donc révolution, donc insurrection. Aucune manifestation ne peut mener à ça si elle a été autorisée par la préfecture, qui justement fait attention à ça. C'est une évidence, mais d'ailleurs c'est un peu leur job. On peut comprendre d'une certaine manière les mecs qui vont pas autoriser une manifestation qui pourrait, en termes de nombre, en termes de personnes qui y participent, mener à une insurrection. Quoique, parce que la préfecture autorise à chaque fois les manifestations des groupes néo-nazis et des groupes suprémacistes blancs en France, qui pourtant sont des gens qui menacent d'une certaine manière le système. On ne peut pas parler vraiment de groupes révolutionnaires quand on parle des groupes suprémacistes blancs, mais ça reste des gens qui ont un objectif de changement radical de la société. Alors nous, ça nous arrangerait pas du tout. Donc évidemment qu'à gauche, on va pas aller s'allier avec ces mecs-là, mais c'est peut-être un exemple pour moi de cas où... Et alors là, on peut effectivement se réfléchir à la question, pourquoi est-ce que la préfecture autorise ça et autorise pas d'autres manifestations de l'autre côté, bon, notamment des manifestations pro-palestiniennes. Mais par exemple, c'est un exemple de manif où on autorise des mecs qui de fait ont pour objectif de mettre en danger la sécurité de l'État comme il est aujourd'hui. Mais donc, normalement, à part si on est donc un suprémaciste blanc et un néo-nazi, à gauche, il y a peu de chances que la préfecture t'autorise à faire ta manifestation où t'as des lacrymos dans les poches, où tout le monde est masqué, où vous êtes plein et où vous savez où est-ce que vous allez. Non. Donc déjà, il faut se dire, pour moi en tout cas, à mon sens, aucune manifestation autorisée par la préfecture est vraiment intéressante, à part pour les points que j'ai présentés au début, c'est-à-dire faire vitrine, faire représenter quelque chose, montrer qu'un machin existe. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt concret, parce qu'on parle là ici de lutte concrète, à manifester si ça a été autorisé par la préfecture de police. Pour revenir sur les manifestations qui sont organisées par les syndicats notamment. Bien sûr que là, je vais pas remettre en question l'honnêteté d'un syndicaliste docker du Havre au moment d'organiser une manif. Quoique, parce que bien sûr que dans le cadre d'une grève, c'est intéressant, ça les concerne, c'est des gens qui jouent vraiment leur vie, leur salaire. Et là, le syndicat doit exister, le syndicat doit agir. Mais quand c'est des mesures nationales,
par donc la CGT en tant que quantité, on est en droit de se demander si vraiment ça va mener à quelque chose d'intéressant. Pour moi, dans tous les cas, il faut se méfier du pouvoir, qu'importe ce qu'il prétend défendre, puisque c'est des gens qui, dans tous les cas, jouent des places, des positions, et c'est un peu un truc qui, moi, j'aime pas trop dire ça, parce que je trouve toujours que c'est un peu une rhétorique de mec apolitique insupportable, mais comme je suis pas apolitique insupportable, je le dis quand même, mais prenons l'exemple de la secrétaire de la CGT, par exemple, et de tous les membres importants de la CGT. C'est des gens qui, sont animés par la lutte des classes et la justice sociale. Néanmoins, ils ont un confort dans cette opposition qui leur permet d'exister, de vivre, de bien vivre même souvent. Et on est en droit de se demander, est-ce que vraiment on peut compter sur des gens comme ça pour changer radicalement la société ? C'est encore plus évident pour les partis politiques, on en a parlé il y a 2 semaines, où là, c'est littéralement des gens qui gagnent 7 000, 8 000 euros par mois, et qui, s'il y avait justement ce fameux changement radical de la société, une révolution, perdraient une bonne partie de leurs privilèges. Quand même, il faut se demander s'il n'y a pas vraiment des avantages autres que les premiers un peu bidons que j'ai donnés au début à manifester. Déjà, j'ai parlé à quel point la police était devenue violente, à quel point elle était sans limite depuis quelques années. Si du jour au lendemain on se dit ok, on arrête de manifester, on arrête de faire des manifs sauvages ou autorisés d'ailleurs, la police et l'État auraient gagné. Cette méthode aurait fonctionné par la méthode de la violence sans limite, de la création de trucs comme la Bravem qui sont juste des espèces de morts sur des motos, aurait gagné. Et ce serait d'autant plus inquiétant pour le système qui est censé être défendu, c'est-à-dire celui de la démocratie, si les gens s'arrêtaient avec le temps de manifester de peur de se faire casser la gueule. Pourtant, c'est déjà ce qui est en train d'arriver, je vous le dis. Individuellement, vous avez sûrement déjà croisé des gens qui sont allés manifester et n'y vont plus, et n'iront peut-être pas avant des années, simplement par peur de la police, cette angoisse qui crée soit dans la chair s'ils arrivent à vous avoir, soit même quand tu te fais poursuivre par des condés à moto, dans tous les cas ça reste dans ta tête la prochaine fois qu'on te propose d'aller en manif. Donc il faut certainement manifester déjà pour montrer que cette méthode-là n'a pas fonctionné, ou alors pas totalement. Autre chose, et là on parle du plan individuel. Il y a un truc qui est super fort avec la manifestation, c'est dans un moment d'angoisse politique, d'anxiété, où on a l'impression que, en plus, en fonction avec qui est-ce qu'on vit, si on a une famille réac comme pas possible, qu'on est dans une ville réac comme pas possible, ou même juste qu'on trouve pas de gens à qui parler, les manifestations, les rassemblements, prévus ou non d'ailleurs, sont des moyens de comprendre qu'on n'est pas seul. Sans les manifestations, sans les grands rassemblements qu'il y a à République, je pense à celui qu'il y avait eu au moment le soir de la dissolution, par exemple, faite par Macron, juste après la grande victoire aux européennes du RN, il y a eu un immense rassemblement à République où il y a eu, je sais pas, des dizaines de milliers de personnes au début, et après ça s'est un peu étendu. Là, tout le monde a pu trouver une espèce de réconfort le temps de quelques heures, parce qu'après la police est arrivée pour justement tabasser tout le monde, mais là, l'idée de se rassembler, de manifester pour un truc commun, en tout cas un désaccord commun, a permis de dire à tous ces gens, on n'est pas seul, on a un truc qui nous anime, et où qu'on soit au quotidien, quelles que soient les personnes avec qui on doit traîner au quotidien, et là, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, qui ont peur des mêmes choses que moi. Et il faut pas oublier un truc, c'est que quand on est des personnes de gauche progressistes, et je parle là de personnes honnêtes, vraiment animées par la chose, et pas de gens de place publique par exemple, on est des gens qui vivons dans une espèce d'anxiété plus ou moins constante, une
une sensibilité, une faiblesse même par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'on est des espèces d'éternels losers, quoi, qui, là, on essaye de garder le moral, de vraiment essayer de changer les choses, mais je pense que pour la lutte progressiste et de gauche, la manifestation est intéressante simplement pour continuer, quoi, parce que y a rien de pire pour le militant que de se retrouver tout seul, et en ça, les manifestations sont intéressantes. C'est aussi, et c'est pour un peu rajouter ce truc sur que j'avais parlé de la manifestation comme une vitrine, mais c'est un peu plus que ça. Souvent dans une manifestation bien faite, c'est le témoignage même parfois carrément d'une existence, et là je parle de la Pride qui donc à sa naissance a été, je pense, un des moments les plus importants de notre histoire, parce qu'elle a montré, elle a fait sortir et faire masse, et donc donner une espèce de protection à des centaines de milliers de personnes que la société s'était mis d'accord pour invisibiliser complètement. Et à ce moment-là, et jusqu'à récemment, la Pride a été un moyen de témoigner d'une existence de centaines de millions de personnes et de leur souffrance, un moyen de revendiquer. Mais avant même les revendications que la Pride, avec laquelle la Pride pouvait venir, il y a déjà eu un simple témoignage d'une existence. Et en ça, c'est intéressant. Néanmoins, on a vu depuis plusieurs années que la Pride était devenue un truc un peu... les gens disent carrément que ça a été dépolitisé, que c'est... le truc est devenu une espèce de moment un peu commercial, quasiment un carnaval, quoi. Parce que, de fait, une partie de la communauté gay a arrêté de se battre pour les autres. Je pense au classique homme gay blanc, un peu tuné, qui lui a des problèmes aujourd'hui assez relatifs, puisqu'il a pu se marier, et on dit souvent que la manif pour tous... non, justement, le mariage pour tous a été, en France en tout cas, le dernier grand combat de l'homme gay blanc tuné, en tout cas autour de lui-même, quoi. Et qu'ensuite, les mecs se sont dit, bah la Pride, ça n'est plus un moment pour témoigner de ce qui nous arrive, d'un quotidien compliqué, mais un truc pour célébrer. Et en ça, pourquoi pas, parce que il n'y a pas de problème à ce que les gens célèbrent leur homosexualité. L'idée est bien sûr pas d'invisibiliser le truc. Par contre, l'existence de la Pride uniquement a pendant longtemps fait taire toutes les luttes qui continuaient. Et là, on pense aux personnes trans, aussi aux femmes lesbiennes qui bénéficient pas au quotidien du buzz de l'homme gay blanc qui au final, surtout quand il est riche et quarantenaire, a plutôt en France une vie chill là-dessus, même si on respecte toujours. La Pride, dans la forme qu'elle a aujourd'hui, ne convient pas à plein de gens. Et donc est née la Pride radicale, il y a maintenant plusieurs années, mais ça fait longtemps que ça existe, mais ça fait quelques années que de plus en plus de gens ne vont plus à la Pride classique, mais seulement à la Pride radicale, qui donc a lieu, je crois, un week-end après, qui, là, par exemple, est une manifestation super intéressante, super utile, et qu'il faut maintenir, parce qu'elle remplit le rôle qu'a rempli un moment la Pride qu'on dira classique, c'est-à-dire de montrer des existences qu'on invisibilise. Parce qu'on est arrivé à un tel stade où maintenant une partie des personnes gays soit méprisent, mais sinon juste font disparaître d'autres personnes de la communauté LGBT qui donc sont cachées au moment de la Pride, qui est devenue une espèce de grande fiesta. La Pride radicale est venue comme une attelle, quoi, pour donner un second souffle à ces personnes-là, parce que la Pride, pendant longtemps, a bien sûr, à sa naissance et les premières grandes années de la Pride, et jusqu'à un certain moment, il y avait dans ses membres importants des gens de la communauté trans, des femmes lesbiennes. Il n'y avait pas que des hommes gays blancs. Mais en France, par exemple, le truc a été repris surtout par ces queumés-là, et donc il a fallu que la Pride radicale arrive, même si elle existe dans d'autres pays. En France, c'est ça. Autre chose, et là ça concerne absolument pas les manifs autorisés par le préfet allemand, mais les manifs sauvages, même si
dans l'idée, il y a 95% de chances, même beaucoup plus, que ça se finisse juste en 2 heures, un peu en échec, où vous n'avez pas été autant que vous pensiez. Je me rappelle d'une manifestation que j'avais fait avec le copain Mathieu, où je crois que c'était pour Kanaki et pour la Palestine à Nation, où on y était allé. On s'était dit que ça allait être un truc immense, et il y avait eu, je sais pas, 100 personnes, il y avait plus de drapeaux que de gens, ça avait duré 25 minutes, et après on était tous rentrés. Donc la plupart du temps, ça va finir comme ça, mais... Et c'est un truc que nous ont appris Louise Michel, mais encore plus Blanqui, par exemple, des mecs qui ont attendu 70 ans avant qu'il se passe vraiment un grand truc. Et ben, même si quoique c'était une période pas mal, mais avant la Commune, il y a eu tellement d'échecs. Il y a eu 1830 qui a déjà été quelque chose, mais entre-temps, il y a eu combien d'insurrections ratées, combien d'années de prison. Il en suffit d'une. Il suffit d'un moment où on sait pas trop pourquoi, un hasard, une espèce d'intuition générale, et ben ça marche. Une faille dans le truc, un moment d'histoire, quoi, plus ou moins surréaliste. Il suffit d'une. Et c'est très con, mais si on participe à aucune des manifestations, aucun moment de l'histoire politique, il n'arrivera pas. Néanmoins, il faut pas. Il y a des trucs en quels. Comment dire je pense que les manifs sauvages, c'est génial. Il y a d'autres choses. Les ZAD, par exemple, comme on avait eu à Sainte-Soline, ou la première grande ZAD Notre-Dame-des-Landes, où ça, c'est une manière de. C'est pas exactement une manifestation, mais c'est des trucs qui marchent concrètement, quoi. Notre-Dame-des-Landes, c'est plusieurs mois où les gens occupent cet endroit-là, et ça fonctionne. L'État est vraiment mis en déroute. Les Gilets jaunes, l'État a vraiment été mis en déroute, bon, jusqu'à malheureusement décider de passer en mode dictature nord-coréenne, mais les ZAD, c'est un bon exemple, mais il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a eu aussi Sainte-Soline récemment, où l'État a décidé pareil de tourner fou, et a envoyé des dizaines de personnes à l'hôpital, et a fait tant d'exactions. Mais pour moi, c'est des choses où on a le droit d'y croire, parce qu'il y a une volonté à la fois chez les organisateurs et dans le cœur même du mouvement de faire changer les choses. Ce qui n'est pas le cas, pour moi, des manifestations autorisées par les préfets, parce qu'elles sont organisées par des gens qui, au final, n'ont pas tant d'intérêt que ça à ce que le monde change. Encore une fois, c'est pas pour dire que la CGT c'est caca et que LFI c'est pourri, mais c'est assez simple, c'est des gens qui de fait sont dans des situations plus confortables que des gens qui participent à des mouvements aussi importants que les Gilets jaunes par exemple, ou que la crise des agriculteurs, enfin des paysans au début de l'année. Il faut aussi accepter certaines choses si on veut que les manifestations restent ou deviennent un truc encore plus intéressant. Accepter, par exemple, la nécessité de se défendre. Dans une manifestation sauvage, on l'a dit 100 fois aujourd'hui, il y a la police qui est prête à tout et qui va tenter avec plaisir que vous résistiez ou que vous hurliez je me rends, c'est pas leur problème. Ils vont vous fumer la gueule dans tous les cas. Et vraiment, si vous dites arrêtez, ce n'est pas leur problème. Parce que ce qu'ils considèrent, eux, c'est que dans tous les cas, il faut savoir que la police, aujourd'hui, arrive dans l'idée que vous n'allez pas vouloir vous rendre, vous n'allez pas vouloir arrêter la manifestation jusqu'au bout. Vous seriez prêt à mourir pour cette manifestation du samedi soir. Et donc, eux, leur mentalité, c'est on y va pour tout défoncer, c'est notre ennemi. Quasiment le rival d'une vie, le manifestant pour eux. Donc vous pouvez crier c'est bon, je rentre chez moi, c'est pas le problème. Ou alors en tout cas vous allez vous prendre genre 8 coups de matraque au lieu de 14 quoi, et vous allez quand même finir au poste dans tous les cas. Donc face à ça, il faut accepter de se défendre, il faut accepter l'existence des gros bras, des black blocs, quoi qu'on dise, qui sont des gens
prêts à la bagarre, formés à la bagarre, alors parfois ils sont pas spécialement formés, mais qui ont la tête en tout cas assez dure et qui sont prêts à être en premier rang. Ils sont attaqués, les Black Blocs, dans les médias parce que évidemment les gens voient juste des mecs qui brûlent des voitures, qui pètent des vitrines. La réalité des manifestations, c'est que il y a personne qui va protéger ceux qui sont pas prêts autant que les Black Blocs. Il y a toujours des gens qui sont là juste pour péter et tout, mais déjà, bah, moi, personnellement, ça me dérange pas parce que il y a toujours un intérêt à tirer de la bordélisation, mais surtout, la plupart du temps, c'est des gens qui, au final, forment une espèce de service d'ordre improvisé. Parce que les services d'ordre, par exemple des syndicats comme la CGT, c'est génial, mais par contre, ils sont pas là lors des manifs sauvages, ils sont pas là quand une manif autorisée part vers la gauche pour une partie de la manif, ils restent avec les grands ballons de la CGT. Donc les Black Blocs, c'est des mecs qui sont vraiment prêts à se défendre contre la police qui, elle, dans tous les cas, va attaquer. C'est peut-être un peu dur à comprendre quand on n'a pas manifesté récemment, mais il suffit de faire 1 heure en manif. Je vous jure, vous savez que la police est votre ennemi et qu'elle ne pense à aucun moment à vous protéger, alors qu'on pourrait se dire que dans tous les cas, la police, même si elle n'est pas d'accord avec toi politiquement, même si tu l'as fait un peu chier, elle est pas censée abattre tout le monde, quoi. Comme on peut se dire que c'est comme le cas aux États-Unis, quoi. Quand ils pourraient arrêter un mec, ils préfèrent lui mettre 15 balles dans le corps. Bon, ils le font aussi chez nous, mais dans tous les cas, il faut comprendre que la police est un ennemi et qu'il va falloir, et il faut déjà, quotidiennement, dans toutes les manifs, il faut se défendre. Et vous, je vous dis pas individuellement de prendre des briques dans vos poches avant chaque manifestation. Par contre, il faut défendre à la fois publiquement et dans vos têtes aussi les mecs qui se fritent avec la police. Parce que si vous allez en manifestation, vous comprendrez leur rôle, et même en dehors de ça, il faut soutenir des mecs qui sont prêts à se friter face à des gars qui veulent vous envoyer à l'hôpital. Il faut, c'est un peu ce que j'ai dit avant, il faut croire au bordel. Il faut se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, d'important là-dedans. Il faut aller plus loin que X voiture a été brûlée, X magasin a été brûlé, d'autant plus que je pense par exemple au 10 septembre où au final les 2 magasins qui avaient pris feu, c'était à cause de la police qui avait mal balancé ses fumis ou je sais plus quoi. Mais quand on cherche la révolution, le bordel, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'utile. On peut le transformer en ensuite quelque chose de viable, parce que j'entends les gens qui disent que les gilets jaunes, par exemple, c'était juste le bordel, mais il n'y avait rien après. Le bordel a ça d'intéressant qu'il est impossible à prévoir. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que les grandes révolutions, les grandes insurrections qui ont lieu dans l'histoire de l'humanité ont toujours démarré d'abord par un cri, un coup de gueule énorme. Et en général, quand les gens sont énervés, eh ben, ils foutent le bordel. Et donc, quand il y a un grand bordel, il faut le soutenir, il faut y participer même, parce que si vous êtes vous-même énervé, vous êtes légitime. Et ensuite, il faut aussi croire en l'humanité. Je rappelle que la Révolution française a quand même été une sorte de gros bordel pendant quelques mois, et beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait croire. Se sont organisées d'abord les assemblées qui ont mené à des élections de députés et à tout un gouvernement super rapidement. L'humain motivé est assez impressionnant. Pour conclure, je dirais qu'il faut d'abord, et pareil, c'est toujours en attaque envers les partis, les syndicats, il faut miser sur soi-même. Il faut se dire qu'on a chacun un rôle à jouer. Les partis politiques, par exemple, croient en vous d'abord pour les élire eux. Mais tout changement vraiment radical de la société, votre salut arrivera que par vous-même. Et quand je dis vous-même, c'est peut être un groupe de vous et de vos potes, quoi. Il faut se dire que votre salut n'arrivera pas par
d'abord des manifestations organisées par des partis politiques, ni malheureusement par les élections organisées par l'État, même si le sujet là n'est pas l'abstentionnisme du tout, mais il faut croire en vous, il faut croire en vos intuitions. Parfois on sent que tel moment là va être important, qu'il faut absolument y participer, il faut y aller, il faut croire, il faut sentir le vent, quoi. C'est un truc super important. La plupart des grands révolutionnaires de l'histoire, c'est des gens qui ont eu une intuition, qui se sont écoutés quand ils ont senti un truc dans l'air. Il faut faire confiance à ça, et ensuite il faut croire à la force des petits groupes. Il y a plein de manières de vraiment changer les choses, mais des trucs que je peux pas dire vraiment en public, je crois, parce que sinon après on peut avoir des vrais problèmes. En l'occurrence, je me suis un peu renseigné, mais Potron Minet se trouvera des moyens de faire parvenir des moyens de vraiment changer les choses. Mais le plus important, c'est de vraiment miser sur vous-même, de vous émanciper de ce que disent les partis politiques, de ce que disent les syndicats. Il y a du bon à prendre un peu partout, mais il faut certainement pas suivre à la lettre un parti politique qui, encore une fois, est au final un amas de gens qui s'en sortent très bien dans la vie. Il faut écouter à la fois vos intuitions, vos peurs, vos angoisses, vos idées, former des groupes, parler à des gens, et plein de solutions s'offriront à vous. Et au moment d'insurrection, de révolution, écoutez d'abord vous-même, les gens en qui vous avez confiance, et puis ça finira par marcher. À jeudi prochain. Salut!